Même tout une ce qui est la certaine... justice, l'IGF, tout ça, ça me... L'IGF est dans la poche de la présidence de la République. Nous ne pouvons pas parler de l'IGF qu'on a nommé l'union sacrée. La logique, c'est que il faut mettre de côté tout celui qui n'est pas d'accord avec les saints Félix, les saints Chilombo, l'irréprochable président de la République. Le président de la République il ne connaît toujours rien. Quand on nous dit qu'il y a la volonté, on nous dit que les changements, ça vient progressivement. Ce n'est pas eux qui demandaient à Joseph Kabila ici, dans les années passées, de faire les choses avec une bâton magique. Mais quand même, Joseph Kabila avait fait le bâton. 18 ans. Oui, 18 ans, on a dit ce qu'on vient. Avant Joseph Kabila, il y a ceux qui ont fait 32 ans. La loi, ou bien la proposition de loi que l'honorable Tsingui a proposée, et qui ne vient pas d'ailleurs de lui, hein, nous devons le souligner quelque part, ça vient d'un monsieur qu'on appelle Tiani. Tiani lui-même, que moi personnellement j'estime qu'il a réfléchi aussi par procuration. C'est quelque chose qui ne vient pas aussi de lui, mais plutôt de la famille du président actuel. On va dire sur ce qu'on appelle le bilan des 100 jours. Qui est largement positif. Qui est largement négatif. Ouh là là. Un bilan largement négatif. D'abord, nous devons commencer par la genèse. C'est que le gouvernement Samalou Kondé, c'est un gouvernement issu de manœuvres frauduleuses au sein du Parlement, qui a donné cette majorité préfabriquée au régime actuel, laquelle majorité a produit ce qu'on appelle le gouvernement des warriors entre guillemets. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre, bien sûr, sur les antennes de Trompette d'Info Télévision, votre magazine politique libre et voix. En magazine autour de l'école, nous faisons la toile de l'actualité politique congolaise et aussi qu'internationale. Comme vous le savez, il y a plusieurs questions qui font accroître le débat sur la sphère politique congolaise. Et nous avons invité aujourd'hui une personne pour vous, très objective. C'est avec lui que nous allons essayer de parler sur les actualités politiques de notre pays. Et la personne, bien évidemment, s'appelle au nom de Kalonda Abdul Karim. Il est initiateur du Congo Ma Passion. Il est aussi coordonnateur adjoint du CONAM, qui est le Congrès des nationalistes musulmans. Il est du PPRD, c'est-à-dire FCC. Il est aussi juriste, membre d'un cabinet d'avocats que je ne peux pas citer les noms pour ne pas faire la publicité. C'est avec lui que nous allons essayer de parler sur quelques questions relatives à notre pays. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je m'anticipe déjà pour dire à M. Abdul, bonjour Abdul Karim. Bonjour. Comment ça va? Oui, c'est voulu. Merci beaucoup. D'abord, quelles sont vos impressions? Parce que c'est pour vous la première fois d'être venu sur ces plateaux. Je ne sais pas quelles sont vos impressions de nous voir comme ça évoluer, les cadres ont un peu changé. Je ne sais pas, vous nous suivez de loin. C'est aujourd'hui pour vous la première fois d'être venu. Quelles sont vos impressions? D'abord, l'accueil a été chaleureux. Et je constate que les choses évoluent bien. Pour ne pas vous donner aussi beaucoup de fleurs. Mais je pense que vous êtes dans le bon. Merci beaucoup. Je vous connais un homme très sincère et honnête. Merci beaucoup. Vous appréciez ce qu'il faut apprécier et vous corrigez ce qu'il faut corriger. Lorsque vous appréciez, nous estimons que vraiment nous sommes à être appréciés. Merci beaucoup. Comme je l'avais tantôt dit, nous sommes sur les questions politiques de notre pays. Nous avons reçu pour vous, comme je l'ai dit, Abdul Karim, que je viens d'ailleurs de présenter il n'y a pas très longtemps. Ensemble avec lui, nous allons parler sur 3 sujets. Le premier sujet est celui de l'Assemblée nationale. Le député Tsingui Pouloulou, élu de la circonscription électorale de Funa, avait déposé une proposition de loi voulant verrouiller l'accès à la fonction de la présidence de la République, mais aussi certaines fonctions de souveraineté. C'était une proposition de loi faite par l'ancien candidat président de la République des élections de 2018, M. Noël Tchani. Et cette loi a été déposée bien évidemment par l'honorable Tsingui Pouloulou au niveau de l'Assemblée nationale.
À part ça, nous allons aussi parler de... Nous allons toujours rester à l'Assemblée nationale pour parler d'une proposition qui fait encore du buzz de l'honorable Daniel Mao. C'est ça que je salue en passant. Il a proposé une loi fixant les modalités de la dot en République démocratique du Congo. Selon lui, il estime que le parent ou la famille de l'épouse parfois exagère beaucoup. Alors l'État congolais devrait recadrer les histoires en fixant que la dot devrait être payée, bon pas payée mais donnée un montant de $500 pour les milieux urbains et $200 dans les milieux ruraux. Mais aussi notre troisième sujet sera celui du 100 jours du gouvernement des Warriors, un gouvernement qui venait de commencer avec ses réalisations que je ne saurais peut-être dire, mais avec ces cadres du PPRD, parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, que nous allons essayer de parler avec lui un peu pour savoir comment répondre sur ces questions. Je m'en vais directement à poser la première question à M. Abdul-Karim Kalonda. M. Kalonda, la congolité, est-ce que vous avez déjà entendu de cette proposition de loi d'état congolité qui a été déposée par l'honorable Ntingi Pulumi, qui venait d'ailleurs chez vous, donc il est de votre école. Vous soutenez aussi cette loi qui estime être honnête pour la nation congolaise? Tout d'abord, c'est que je ne suis pas d'accord avec cette proposition de loi. Parce que c'est une proposition loi dégradante qui ne favorise pas ce qu'on appelle la diversité culturelle en RDC. La loi, ou bien la proposition de loi que l'honorable Ntingi a proposée, et qui ne vient pas d'ailleurs de lui, nous devons le souligner quelque part, ça vient d'un monsieur qu'on appelle Tiani. Tiani lui-même, que moi personnellement j'estime qu'il a réfléchi aussi par procuration. C'est quelque chose qui ne vient pas aussi de lui, mais plutôt de la famille du président actuel. Parce que nous connaissons le manœuvre qu'ils ont. Mais citez le président de la République dans ces histoires. Lui n'est pas député, il ne propose pas les lois, mais vous voulez lui citer... Je ne parle pas de la proposition en question. Moi, je parle de l'idée. D'où vient l'idée? On peut avoir cette possibilité de proposer la loi, mais à vrai dire, c'est une proposition qui vient par procuration. Donc, qu'on a eu l'idée quelque part. Et je suis dans cette logique-là. La logique, c'est que le président de la République n'y est pas pour rien. Donc, il est quelque part responsable de ce que l'honorable Ntingi a proposé. Eh bien, il a donné sa proposition. Ça fait débat aujourd'hui. Comme il a ses droits de proposer cette proposition dans l'institution habilitée, nous avons aussi droit de réfuter cela. Et nous estimons que c'est rétrograde. Ça ne permet pas à ce qu'il y ait ce qu'on appelle l'unité dans ce pays. Aujourd'hui, ce que le régime actuel voulait nous proposer, c'est que pour devenir président de la République, il faut forcément, obligatoirement être de père et de mère congolais. C'est quelque chose qui ne facilite pas. Vous savez qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnes ciblées. Je ne voudrais pas ici faire la défense de qui que ce soit. Sinon, ça devient un procès d'intention. Loin de là, pas un procès d'intention parce que nous connaissons ce qui se passe au pays. Nous sommes au pays. Nous connaissons que le régime actuel ne voudrait pas que tout celui qui a un profil probable à devenir président de la République ou bien présidentiable aux élections à venir est sûrement quelqu'un à abattre. Et c'est là par toutes les procédures possibles. C'est ce que nous sommes en train de constater avec la proposition de loi qui avait dit à cibler quelques personnes. Mais au-delà de cela... Notamment, je peux citer notamment Joseph Kabila parce que les gens disent qu'il n'est pas... Loin de là, Joseph Kabila ne peut pas tomber dans ce genre de choses puisque Joseph Kabila, d'abord, même si on acceptait cette loi,
il est des pères et des mères. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il a estimé... Vous ne voyez pas que cette proposition de loi pouvait aussi laver M. Joseph Kabila parce que les autres disaient à son temps qu'il n'était pas peut-être congolais de père et de mère. Alors cette proposition de loi pouvait faire taire ce genre de débat qui n'est plus rien à la République. Bon, je pense que la République n'a pas besoin de ce genre de débat. Le président Joseph Kabila a toujours dit qu'il n'a pas son temps à discuter sur les individus, dont lui-même en est un. Il n'a pas le temps de discuter sur les individus. Moi, je suis dans la famille du président Joseph Kabila. Je suis dans sa logique. Je ne voudrais pas venir ici, sur votre plateau, discuter sur la personne de Joseph Kabila, mais plutôt sur ses visions par rapport à la République. Là, je suis d'accord. Mais parlons d'abord de la proposition de loi, puisque nous avons encore beaucoup à dire. La proposition de loi qui voudrait à ce qu'une certaine catégorie des Congolais ne puisse pas rêver de devenir aussi de grands responsables dans ce pays. Selon la souveraineté. La souveraineté par rapport à quoi? La souveraineté de la nation ne se justifie pas par le fait de discriminer une certaine catégorie des Congolais pour le maintenir, ou bien la maintenir, la souveraineté. Donc ce n'est pas une justification qu'on peut nous donner. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un régime décomplexé. Un régime des vrais Congolais, puisque chez eux, c'est eux le vrai Congolais. Les autres ne sont pas de vrais Congolais. Les autres ne sont pas amoureux du pays. Tout le monde est traître. Tout le monde est ingrat. Tout le monde est reprochable, sauf eux. Et ils ne sont pas reprochables, ils sont irréprochables. Voilà pourquoi aujourd'hui on estime, selon eux, que pour devenir président de la République dans ce pays, il faut obligatoirement être de pères et des mères congolais, chose qui ne peut pas passer. D'abord, vous verrez que cette proposition de loi, dans l'opinion nationale, ne passe pas. Ça ne passe pas. Les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Les autres en soutiennent aussi. On en dit ce qu'on vient. Aussi sont aussi des Congolais. Effectivement, on en dit ce qu'on vient, ça fait débat. Moi d'ailleurs, j'ai toujours été large sur ce côté-là. Je sais et qu'il y a des Congolais qui soutiennent. Et certainement, nous sommes là, nous, pour barrer la route à cette proposition qui ne vise pas une certaine union entre les Congolais et qui cherche à discriminer les Congolais qui n'ont pas voulu être Congolais seulement de peur, soit de mère, pour ne pas être comme eux, ils sont en train de nous les obliger. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer avec Kalonda Abdou-Karim. Merci. Nous sentons le FCC, les PPRD en vous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du mouvement CONAM, qui est le Congrès des nationalistes musulmans au sein du PPRD. Donc vous êtes de la famille de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, que je dois rappeler donc ici. Alors, nous restons toujours à l'Assemblée nationale, puisque vous dites que cette loi de la congolité voulait discriminer les autres personnes. Parce que, quand vous le dites, vous ne pensez pas que si peut-être il y a un Congolais qui est peut-être d'un père congolais, mais d'une mère ougandaise, ou qu'il devenait chef d'état-major ici en République démocratique du Congo, alors que la RDC serait en guerre face à l'Ouganda, et que c'est maintenant le chef d'état-major qui allait décider maintenant s'il fallait bombarder l'Ouganda. Pensez-vous vraiment que ces Congolais, qui est né de père congolais et d'une mère ougandaise, pouvaient agir devant une telle situation? Est-ce qu'il ne va pas réfléchir que là-bas j'ai aussi mes oncles, j'ai mes tantes? Est-ce qu'il ne fallait pas protéger aussi l'intérêt de la famille de ma maman? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon d'amener une légèreté au sommet de l'État? Vous ne pensez pas à ça? Loin de là. D'abord, la question de la souveraineté dépend tout simplement de l'amour qu'on peut avoir sur sa patrie. C'est ce régime ici qui nous prend comme exemple les États-Unis, dans ce qu'on appelle la souveraineté, la gestion de la République et le tout. Les États-Unis, c'est comme un petit dieu face à ce régime ici. Ils n'ont qu'à prendre seulement l'exemple des États-Unis.
Il y a eu un président africain, Obama. Le président Obama avait des origines africaines. Entre le président Obama et son prédécesseur, son successeur plutôt, Donald Trump, qui a beaucoup plus attaqué l'Afrique, sincèrement. C'est pour vous dire tout simplement que les questions de souveraineté ne relèvent pas du fait qu'on peut avoir le sang d'un pays avec lequel nous pouvons être en conflit un jour. Moi, je connais un certain Mamadou Ndala. C'est mon frère musulman. Mamadou Ndala n'était pas congolais des pères et des mères. Qui ne le connaissait pas ici? Qui n'a pas connu l'histoire de Mamadou Ndala? Mamadou Ndala a fait mieux que l'honorable Mpululu Nsingi. Mamadou Ndala a fait mieux que le président actuel de la République. L'homme a perdu sa vie pour cette nation. Il n'a pas eu besoin d'être congolais des pères et des mères. Il a fait ce qu'il fallait faire. Comme un nationaliste, un Congolais. C'est une question de nationalisme. Ce n'est pas une question de sang. Il y a des fois qu'il faut savoir dépasser ce genre de débat. Ce n'est pas des exemples, bien, ce ne sont pas des exemples qu'on peut nous amener. Être en conflit avec un pays avec lequel on a un lien sanguin, et pour cela, ça va m'empêcher moi? Non, il est question d'intérêt aussi. Moi, j'ai grandi en République démocratique du Congo. Le Congo m'a donné tout parce que, quelque part, j'ai un sang burundais. Donc, lorsque nous sommes en conflit avec les Burundis, je vais prendre parti du Burundi. Non, loin de là. Loin de là, c'est une question de nationalisme, une question d'amour envers son pays, tout simplement. Ce n'est pas une question de relations sanguines plutôt avec un quelconque pays. Loin de là. Merci beaucoup Abdul Karim Kalonda. Je sens en vous l'idée de bien réfléchir. Merci beaucoup. C'est que je vais vous permettre. Merci d'ailleurs d'être venu parce que c'est un magazine purement pédagogique que les autres n'en veulent pas y passer. Mais vous avez quand même eu le courage de venir, pour ça je dois vous remercier. Alors j'étais en train de dire qu'après ce sujet nous allons rester toujours à l'Assemblée nationale. Là où les députés encore Daniel Baoussoukissa, élu de la circonscription du mot Amba, Asungi Bagène, tout le Malingala. Nous Congo passé. Mais quand même, l'honorable a eu cette initiative de proposer une loi pouvant fixer plusieurs modalités pour aider en sorte que les exigences ne soient pas trop pour les mariages. Ce qui veut dire la dot était fixée de $500 américains pour le millier urbain et $200 pour le millier rural. Vous êtes encore célibataire comme moi. Lorsque vous avez reçu cette nouvelle, quelles étaient vos impressions, M. Abdul Karim? Bon, je suis pour parler, essayer de passer un peu. Parce que, bon, je suis célibataire, mais dans quelques temps, comme vous le savez, je serai marié. Donc, moi, je suis en quelque sorte un peu épargné de cette proposition loi de l'honorable Mbao. C'est une proposition noble. C'est une proposition que moi, je soutiens personnellement quelque part. Et quelque part, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui par le fait qu'il essaie d'atténuer d'abord cette situation qui décourage de plus en plus les jeunes que nous sommes. Aujourd'hui, la dot est devenue comme un certain marchandage dans les familles ici. Donc pour se marier, ça devient un problème. Vous savez, avec les chômages d'aujourd'hui, les jeunes qui en sont beaucoup plus victimes. Avant de se marier, on nous oblige des sommes colossales, des fois allant de 2 à 3 000, 4 000, 5 000 $ et 6 000 $, voire plus, pour nous marier. C'est déjà un problème qui gangrène la jeunesse. Alors, l'honorable Nsingi a voulu... Nous parlons de Mbao. Voilà, merci beaucoup. L'honorable Mbao a voulu apporter un plus, essayer, comme je le disais tantôt, d'atténuer cette charge-là sur les têtes de jeunes.
c'est favorable. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Là où je ne suis pas tout simplement d'accord avec lui, c'est que, quelque part, dans sa proposition de loi, il a soutenu, il a par contre réfuté ce qu'on appelle la polygamie. D'ailleurs, quelque chose que moi je pense à l'avenir, si Dieu nous prête vie, en 2023, si je passe aussi aux élections, puisque je m'apprête déjà, je proposerai à ce que ce pays, qu'on officialise la polygamie. Qu'on officialise la polygamie parce que le pays se veut être un État laïque. Nous ne sommes pas un État chrétien, ni catholique, pour nous imposer des lois qui vont nous mettre sous la soumission de certaines caprices de nos frères chrétiens. Les catholiques sont aussi des chrétiens, on en dit ce qu'on vient. Lorsqu'on nous parle de la polygamie, on nous demande à ce que nous ne fassions pas la polygamie, mais quand même on accepte quelque part que les hommes soient infidèles en allant chercher des concubines ailleurs. Le bas blesse. Nous ne sommes pas d'accord. C'est qui ces gens-là? Les gens qui partent chercher les concubines? Non, nous connaissons ce qui se fait dans ce pays. Il y en a plusieurs, même les pasteurs, même... Dans les sujets. Voilà, même les pasteurs, même tout le monde. Tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui le font. Parce que tout simplement, la loi ne les donne pas cette chance-là d'être polygames, tout simplement, et calme chez eux dans leur maison. La polygamie en soi n'est pas mauvaise. C'est nous les humains qui voudrons, ou bien qui voudriez quelqu'un n'est pas bon. Mais je ne comprends pas en quoi cela dérange, parce que d'abord la polygamie diminue ce qu'on appelle la dépravation de mœurs. Diminue la prostitution. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, les femmes sont devenues nombreuses que les hommes. Imaginez si un homme prenait une seule femme, chaque homme prenait une seule femme, avec les taux des femmes que nous avons ici aujourd'hui, ça pose déjà un problème sérieux. Les femmes là qui vont manquer des hommes, elles seront exposées à tous ces fléaux. La prostitution, la dépravation de mœurs, prendre les maris d'autrui, sortir avec les maris d'autrui. Tout ça, ce sont des choses que la polygamie a réglées. Et donc, quand on est polygame, on a besoin d'avoir 2 femmes, 3 femmes. On les marie officiellement, on les met dans leur maison. Vous êtes l'homme à la polygame, Abdul Karim Talonda. Je ne suis pas polygame, mais je soutiens la polygamie. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous êtes d'une part pour cette loi qui fixe la modalité, et d'autre part, vous en êtes aussi contre, parce que seulement les députés auraient proposé aussi qu'on sanctionne le polygame. Les personnes qui vont aller faire la polygamie, qu'ils soient sanctionnées par la loi. Je voulais ajouter une chose, je ne sais pas si je peux... Vas-y. Voilà, quelque part, il faudrait aussi rappeler à l'honorable Mbao qu'il faudrait qu'il martèle aussi sur la liste qu'on donne dans nos familles. Puisque la dot en question, lorsqu'on réfléchit en termes de monnaie, même si on nous demanderait 500 $, mais vous verrez sur la liste, c'est toujours exorbitant. Donc sur la liste, des fois, d'ailleurs, on nous demande des choses qui ne sont plus dans nos cultures, ou bien qui ne sont pas dans nos cultures, qui n'ont jamais d'ailleurs existé dans nos cultures. Lorsqu'on nous demande sur la liste de la dot, on nous demande la télévision. On nous demande la télé. Est-ce que nos aïeux, nos ancêtres avaient des télévisions? Lorsqu'on nous exige, il y a des fois même des familles qui exigent même des voitures. C'est exorbitant. C'est dégradant. Je pense que sur cette question, il en avait dit qu'il aurait même proposé qu'il y ait, je ne sais pas s'il faut les rappeler, les représentants de chaque ethnie dans les maisons communaux. Alors, une fois que vous voulez organiser le mariage,
Vous allez dans la famille de votre épouse, on vous remet la facture, vous allez avec ça au niveau de la commune et les experts de votre ethnie qui vont voir si c'est bon et ils vont valider. Si ce n'est pas bon, ils vont interpeller la famille de votre épouse. Ça, c'était une précision que j'avais voulu mettre dans ça. J'ai essayé ensemble avec les téléspectateurs, nous avons compris votre position sur cette question. Comme je l'avais tantôt dit qu'on avait seulement 3 sujets à parler avec vous, c'est maintenant ça les sujets qui touchent la couche sociale de la population congolaise, pour une population d'ailleurs pour laquelle vous vous sacrifiez, vous donnez aussi votre temps comme tant d'autres patriotes congolais. La question était celle de savoir, 100 jours du gouvernement des Warriors, comment il s'appelle, Samalou Konde, Jean-Michel Samalou Konde, un gouvernement des Warriors, un gouvernement qui cesse de faire des exploits, que même vous, le FCC, vous applaudissez. Comment est-ce que vous avez écouté ou entendu la conférence de presse qu'a fait le Premier ministre sur l'évolution de ces 100 jours passés au niveau du gouvernement de l'État congolais? Bon, pour être honnête, d'abord, c'est que je ne suis pas informé de cette conférence qu'il a fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous avons à dire sur ce qu'on appelle le bilan des 100 jours, qui est largement négatif. Un bilan largement négatif. D'abord, nous devons commencer par la genèse. C'est que le gouvernement Samalou Konde, c'est un gouvernement issu de manœuvres frauduleuses au sein du Parlement, qui a donné cette majorité préfabriquée au régime actuel, laquelle majorité a produit ce qu'on appelle le gouvernement des warriors entre guillemets. Dans la logique de cette lutte-là, la lutte qu'on a nommée l'union sacrée, la logique c'est que il faut mettre de côté tout celui qui n'est pas d'accord avec les saints Félix, les saints Chilombo, l'irréprochable président de la République. Le président de la République qui ne connaît toujours rien. Le président de la République qui est toujours... Vous pensez qu'il ne connaît toujours rien? Non, attends, je m'explique. Qui ne savait toujours rien. Peut-être pour corriger ma phrase. Le président de la République qui n'était pas au courant de tout. Lorsqu'il s'agit de bonnes choses, le président de la République en est ce qu'on appelle l'initiateur. Ça vient de lui. Lorsqu'il s'agit d'une mauvaise chose, ça vient forcément de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec lui. Comme quoi, par exemple? Nous avions connu ce qui a été fait avec le gouverneur Zoé Kabila, qui est aujourd'hui honorable au Parlement. Nous connaissons ce qui a été fait avec le gouverneur Richard Mouyej dans l'Oualaba. Nous connaissons ce qui a été fait. Quels sont les résultats du gouvernement Warrior? Puisque nous ne pouvons pas parler du gouvernement Warrior sur la ville de Kinshasa. Nous parlons pays. S'ils sont gouvernement, ou bien s'ils sont au gouvernement, c'est parce que il est une question de nation, de la nation plutôt, de la République. La République ne se limite pas à Kinshasa. Ou d'ailleurs même à Kinshasa, il y a encore beaucoup à dire. Il n'y a rien de si palpable que nous pouvons dire à Kinshasa. Aujourd'hui, on nous a... Aujourd'hui, laisse-moi d'abord terminer avec mes idées. Aujourd'hui, le gouvernement provincial de Tanganyika, qui était un gouvernement promoteur, c'était le gouvernement le mieux réputé dans ce pays, depuis que l'honorable Zoé Kabila y était là. Aujourd'hui, je suis en train de vous informer, je ne sais pas, vous êtes journaliste, d'ailleurs vous êtes mieux informé que moi, qu'au niveau des Tanganyika aujourd'hui, rien ne marche. Il y a de l'insécurité. L'eau ne sort plus au robinet. Les chantiers qu'a laissé le gouverneur Zoé Kabila
sont suspendus. Mais on vous accuse, vous, le FCC, parce que le secrétaire permanent du PPRD, c'est Ramazan Chada, avait dit l'autre fois que si vous touchez à Yuma, si vous touchez à Yuma, nous allons paralyser le pays. Maintenant, si on touchait à Yuma, le pays serait paralysé. À combien plus forte raison lorsqu'on touche à Joseph Kabila? Donc c'est l'FCC qui fait tout ça, juste pour empêcher que le pays aille de l'avant, selon ce qu'ils disent. Non, il ne suffit pas seulement de dire. Moi, je pense que les Congolais sont déjà assez matures pour comprendre les petites choses. Au début, c'était le FCC qui bloquait. Ils ont fêté ici le fait de déboulonner les FCC. Qui bloquerait d'ailleurs la situation? Voilà, qui bloquerait la situation. On a déboulonné les FCC. Lequel déboulonnement en question a abouti à ce qu'on appelle l'union sacrée. Il y a eu des saints au sein du FCC qu'on a amenés avec eux. Et les démons du FCC sont restés fidèles à Joseph Kabila. Nous sommes restés fidèles à Joseph Kabila et au combat de Joseph Kabila. C'est nous qui avions bloqué les régimes des Tshilombo. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus aux affaires. En quoi nous bloquons encore les régimes actuels? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas mentir à la population qu'il s'agirait d'une certaine manœuvre des gens du FCC. Mais il faut beaucoup plus les expliquer sur quoi et comment procèdent les gens du FCC pour bloquer les régimes actuels. Ça, c'est un faux débat. À un certain moment, c'était le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'était Janine Mabunda. Aujourd'hui, maintenant qui bloque, c'est Moïse Katumbi. Est-ce Jean-Pierre Bemba ou les autres? Puisqu'à l'IDPS, il n'y a que des saints. À l'IDPS, tout le monde est saint. Même Fils Moukoko qui peut se permettre d'insulter qui il veut, quand il veut, il est saint. Même devant la loi, selon l'IDPS, selon la Talibanie, il est saint. Et ne viole pas. Mais aujourd'hui, qui les bloque? Puisque le gouvernement, je viens de vous donner juste un exemple du gouvernement provincial de Tanganyika. Qu'est-ce que nous constatons au Tanganyika? Tanganyika, c'était une province qui promettait déjà. C'était une province qui faisait déjà la fierté de la RDC. Alors, maintenant, s'il fallait réfléchir de ces 100 jours, qu'est l'irrésout de ces 100 jours de gouvernement? C'est ça notre question, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a de l'évolution? Parce que les choses ne doivent pas changer comme si c'était dans un bâton magique. On fait comme ça et puis les choses changent. Non, les choses doivent changer progressivement. Alors, jusque-là, avec un cœur d'amour patriotique, vous constatez quand même qu'il y a des changements au niveau de notre pays. Parce que ces gouvernements travaillent quand même. Quand on nous dit qu'il y a la volonté, on nous dit que les changements, ça vient progressivement. Ce n'est pas eux qui demandaient à Joseph Kabila ici, dans les années passées, de faire les choses avec une bâton magique. Mais quand même, Joseph Kabila avait fait le bâton. 18 ans. Oui, 18 ans, on a dit ce qu'on vient. Avant Joseph Kabila, il y a ceux qui ont fait 32 ans. Qu'est-ce que nous avons constaté? Attends, lorsqu'on gère la nation, 18 ans, Joseph Kabila ne pouvait rien changer. Lorsqu'on vient gérer la nation, on vient corriger les erreurs du passé. On ne vient pas se maintenir sur les erreurs du passé pour justifier ce qu'on appelle l'incompétence actuelle. Vous êtes là. Vous êtes là parce qu'il y a eu des problèmes, parce que le pays n'évoluait pas, parce qu'il n'y avait pas la démocratie selon vous, parce qu'il y avait tous les mal que vous pouvez dire. Mais c'est à vous maintenant de faire le bien. C'est à vous de montrer le contraire. C'est à vous maintenant de donner la joie aux Congolais. Mais ils sont là. Nous partons déjà vers 3 ans. En dehors du gouvernement des Warriors, qui n'a encore rien fait jusque-là. Puisque nous parlons maintenant des 100 jours. 100 jours, ce n'est pas rien. Pourquoi on nous parle des 100 jours? C'est parce qu'on estime que dans 100 jours, nous pouvons évaluer le travail qui a été réalisé. Quel est ce travail? Je suis en train de vous dire ce qui a été fait
avec ces gouvernements de Wario, au niveau de la province de Tanganyika, au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Ituri, qui est en insécurité. Puisque l'essentiel des Congolais n'est pas seulement à manger. Même si à manger, nous n'avons encore rien vu. Mais quand même, il y a aussi la sécurité qui est une notion, une matière majeure dans la République. Vous connaissez au moins ce qui s'est fait dans la province de l'Ituri. Vous connaissez ce qui s'est fait dans la province du Nord Kivu. Nous pouvons dire que le gouvernement Sama Lukonde a maintenu la sécurité dans la province du Nord Kivu dans ces 100 jours. Puisque vous avez parlé aussi de la sécurité, essayons un peu d'aborder quelle analyse faites-vous par rapport à l'état des gestes corrigés au niveau de la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Il y a quand même des avancées, il y a plus de morts comme c'était le cas, il y a maintenant du calme. Vous soutenez d'ailleurs cet état? Par contre, c'est encore plus. Je suis déçu personnellement d'avoir soutenu au début cette vision de l'état des sièges, en qui, au moins pour une fois, j'ai cru en Chilombo. Mais c'est une désolation. Président. Je parle de Chilombo. Rien n'est maintenu de l'appeler président de la République. Ce n'est pas une infraction de l'appeler Chilombo, c'est son nom. Voilà. Je disais tantôt ici que je suis déçu de constater une désolation. Parce que moi, j'ai soutenu cette idée-là au début. Je l'ai soutenue, croyant qu'au moins nous allons constater maintenant le changement. Nous allons constater ce qu'on appelle la sécurité. Que demande la population de l'Est? Moi, je suis moi-même population, je fais partie de cette population de l'Est. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons constaté depuis que l'état des sièges est installé là? Il y a de l'insécurité. Les choses s'amplifient de plus en plus. Les gens meurent chaque jour. On ne peut pas passer une journée sans entendre que quelque part, on a décapité quelqu'un, quelque part, on a coupé les têtes, quelque part, on a troué les ventres des gens. On a éventré des gens. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que l'état des sièges en question ne fait absolument rien. Tant mieux nous amener à la case départ, où nous avions des gouverneurs civils qui essayaient au moins d'alléger la situation, qui travaillaient mieux d'ailleurs, comme les gouverneurs que nous avons constatés, les gouverneurs qui sont en place. D'ailleurs, si vous êtes au courant, dans la province de l'Ituri, les députés ne veulent plus du gouverneur militaire qui est là. Pourquoi ils ne veulent plus de lui? Les députés qui siègent là, les députés qui vivent avec cette population, pourquoi ils ne veulent plus de lui? Voilà. Je pose des questions. Non, je ne peux pas répondre à cette question. C'est juste... En fait, c'est une réponse que je vous donne, ce n'est pas une question. Bien que je le formule comme une question. Nous poursuivons toujours notre émission avec Kalonda Botarine, qui est l'initiateur du Congo Ma Passion, coordonnateur adjoint du CONAM, qui est le Congrès des nationalistes musulmans, membre du PPRD, donc de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Nous poursuivons toujours notre émission, comme je l'avais tantôt dit ici, puisque vous martelez trop sur ce que fait le régime actuel. S'il fallait peut-être parler du bilan de l'actuel régime, depuis la passation pacifique du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez retenir du bon de ces gouvernements? De ces régimes, pardon, je ne parle pas de gouvernement, mais de ces régimes. Qu'est-ce que vous retenez de bon? Ce que je peux retenir de bon, ou bien ce que je pourrais retenir de bon dans l'avenir. Non, ce que vous retenez de bon jusque-là. Jusque-là, je ne vois encore rien. Mais j'espère que dans l'avenir... La mauvaise foi ou c'est quoi? La mauvaise foi par rapport à quoi? Donc jusque-là, vous voulez nous affirmer que vous n'avez rien vu de bon dans ces régimes? Bon, nous sommes en train de constater tout simplement même tout une certaine... l'IGF, tout ça. L'IGF est dans la poche de la présidence de la République.
Nous ne pouvons pas parler de l'IGF. L'IGF n'est pas dans la poche de la présidence de la République. Voilà. C'est une institution attachée voilà. à la présidence. Ça, c'est l'officiel. Ce que vous dites là, c'est l'officiel. Officiellement, l'IGF, c'est une institution rattachée à la présidence de la République. Tout à fait d'accord. Président de la République. Mais à la tout à fait d'accord. Maintenant, dans la praticabilité, ça se trouve, l'IGF se trouve dans la poche du président de la République. Pourquoi l'IGF ne fait pas l'inspection à la présidence? Vous pensez qu'à la présidence, il ne manque pas du travail à faire? L'IGF le fait, voilà pourquoi certains conseillers ont été arrêtés. Ah, certains conseillers. Le président de la République, lui, il n'est pour rien. Et je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Je demande à l'IGF d'aller fouiner aussi, ou bien de chercher aussi. Mais peut-être qu'il a fait, l'IGF l'a fait dans les secrets et puis il n'a rien trouvé. Voilà, dans les secrets. Pourquoi dans les secrets? Pourquoi dans les secrets avec une IGF si populiste que nous le constatons? Chaque fois qu'il y a quelque chose, ou bien un membre, quand il s'agit d'un membre d'une famille autre que la famille du président actuel, Top Congo en parle, RTNC en parle, Télé 50 aussi, quelquefois en parle. Pourquoi? Mais quand il s'agit des questions qui concernent ceux qui sont dans sa famille politique, ça ne fait pas débat. Et vous voulez nous faire comprendre que l'IGF en soi est ce qu'on appelle impartial. Nous connaissons les manœuvres qui se font, nous connaissons les manœuvres. L'IGF n'est pas un exemple à prendre. Vous parlez de l'état des droits? Attends, nous ne vivons pas l'état des droits. Qu'est-ce que nous vivons? Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, sauf, ou nous pouvons croire tout ce que nous voulons, sauf ce qu'on appelle l'état des droits. Si on parlait de l'état des droits, je vous assure que le secrétaire général de l'IDPS, M. Gabriel, devrait à cette heure se retrouver à côté d'Henri Magie et discuter sur les questions de la République dans la... Pourquoi? Parce que vous savez avec ses sorties médiatiques, les scandales qu'il fait chaque fois, nous allons armer les combattants. Vous allez armer les combattants. Chadari a dit, nous allons paralyser. Écoutez, non, loin de là. Nous connaissons la procédure. Ça, c'est un procès, ça devient un procès d'intention. Par question de procès d'intention, parce que nous nous connaissons dans ce pays. L'UDPS a toujours manifesté son mécontentement par la brutalité. À moins que ce soit l'UDPS que nous ne connaissons pas. L'UDPS que nous connaissons les manœuvres de l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS qui, en 2016, a fait des manifestations ici qui a abouti à des morts. Ce n'était pas sur l'initiative de l'UDPS. Soutenu par ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui. Les catholiques, le prêtre. Aujourd'hui, parce que les prêtres ont pris position autre qu'eux s'attendaient, ils deviennent leur cible. Moi, j'ai dit quelque chose. Si vous voulez savoir ceux qui ont attaqué l'évêque Ambongo, c'est l'évêque ou cardinal? Le cardinal Ambongo. Voilà. Si vous voulez savoir ceux qui l'ont attaqué, vous n'avez qu'à aller infiltrer les cafés politiques de l'UDPS. Vous aurez même les gros poissons. Vous accusez l'UDPS. J'ai dit. Je dois vous donner une précision. La jeunesse de l'UDPS doit mettre en garde toute personne qui va oser de citer leur parti, parce que la jeunesse de l'UDPS ne connaît absolument rien dans tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas cité l'UDPS comme parti. Vous l'avez cité comme? Je ne cite pas l'UDPS comme parti, mais je cite l'UDPS à travers ses partisans. Il y a des partisans de l'UDPS qui sont bel et bien connus. Et ce sont ceux-là qui sont responsables. J'ai dit à l'ANER, notre service ici de renseignement,
Vous n'avez qu'à aller infiltrer tout simplement les cafés politiques de l'UDPS. Et vous aurez les gros poissons. Et si l'on ils sont là à l'intérieur. Je mets ma main à couper. Je suis sûr et certain qu'ils sont là. Nous connaissons ces gens-là. Et si on vous demandait de prouver ces gens-là, moi, je n'ai rien à prouver. Moi, je suis en train de dire ici, je donne tout simplement une piste à l'ANR. Vous voulez savoir ceux qui ont fait ça au cardinal? Allez tout simplement dans les cafés politiques. Je suis en train de les répéter. Allez dans le café politique de l'UDPS, infiltrez-les. Que ça vous prenne un mois ou pas, infiltrez-les. Vous serez ceux-là qui ont fait ça. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission, chers très aimables téléspectateurs, comme je l'avais dit. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous M. Kalonda Abdikarim. Il est membre du cadre, je dirais, parce qu'il est coordonnateur adjoint du mouvement CONAM, qui est le Congrès des nationalistes et musulmans, qui est d'ailleurs initié par M. Hassan William Bakalonji, qui était jadis le secrétaire général, non, le coordonnateur du mouvement ACAM. C'est ça. Comment va l'excellence? Simon, il va bien? L'ancien vice-ministre de l'Armée. J'espère qu'il va bien. Merci beaucoup. Alors, je disais que vous êtes le coordonnateur adjoint de ces mouvements. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission de Selon la politique. Oui. L'émission qui fait Grèce, d'ailleurs, présentée par Israël, le nez et les confrères que j'ai salués. Est-ce que vous avez vu les conférences que vous venez de proposer par l'artiste Kofi Olomide de la Suisse? Mais bien sûr. J'avais aussi écouté comment il a parlé de la famille Kabila. Il fallait peut-être, selon lui, parce qu'il estime, c'est à ce moment-là il a aussi pensé qu'il fallait peut-être prendre le parc de Nakati, mettre ça, que ça devienne une propriété privée de l'État, que ça devienne une propriété privée de l'État, vous voyez. Et puis il a aussi dit que Maboli, avec ses actions qui étaient là en train de faire moi, si il y a président, il y a moi, ça, la président. Vous avez écouté tout ça. Comment est-ce que vous avez reçu ces messages? Est-ce que vous pouvez aussi accepter que c'est pas pour le pays de dire de l'État parce que l'artiste, en l'écoutant, nous avons fait la communication. C'est comme s'il était en train de dire que le président, l'ancien président, Joseph Kabila, aille ses parts, mais pas dans une procédure légale. C'est-à-dire qu'il a peut-être fait le mari. C'est pourquoi l'État devrait confisquer ces parts pour que ça devienne une propriété privée de l'État avec Moussi Akala, la présidente de la République. Comment elle va? Elle va être. Je pense que vous avez suivi qu'après cette conflit est revenu sur le même plateau et s'en est excusé. Vous l'avez bien suivi. Moi, ce que je peux conseiller d'abord à notre chambre. D'ailleurs, il devient politicien parce qu'il est membre de la politique. Non, on ne devient pas politicien par le fait d'adhérer à un parti politique. C'est ça le problème de ce pays. Parce que moi, j'ai laissé ma cabine je ne sais pas si j'étais médecin quelque part ou soit commerçant quelque part. Je viens adhérer dans votre parti, du coup je deviens aussi politicien. Si c'est cela la définition de devenir un politique dans ce pays, c'est désolant. C'est très désolant. L'artiste Kofi Olomide devrait jouer dans tout ce qu'il peut. Mais je le conseille d'être trop prudent et sage. La politique, c'est un monde glissant. C'est un monde aléatoire. C'est un monde compétitif. C'est un monde brutal. Il n'a jamais connu la brutalité de ça. Je les conseillerais d'y entrer en domolo. Vous devez apprendre la politique. Il ne suffit pas d'aller derrière Bahatinouké et penser qu'on est devenu aussi un grand politique. Parce que je suis connu en tant qu'étel et donc musicien. Je suis une star dans ce pays. Et donc j'ai toutes les chances aussi de
devenir un grand politicien. Il a encore beaucoup à apprendre. Il a encore beaucoup à apprendre. Kinga Kati est un bien privé. Lorsqu'il dit que le président Joseph Kabila l'a eu d'une manière illégale, il n'a qu'à nous le prouver. Il peut être aussi poursuivi pour ça. Prouver cette illégalité, est-ce qu'il saura? Est-ce que Kofi Olomide le saura? Moi, je le connais en tant que riche. Il a toujours eu peur de la justice. Kofi Olomide n'est pas un grand esprit. La politique ou le monde politique demande à ce qu'on ait aussi un grand esprit. Est-ce que Kofi le saura? Si le président Joseph Kabila estimait qu'il se vient de donner ça à la nation, d'offrir ça à son pays, il peut le faire. Qu'est-ce que moi je peux dire là-dessus? C'est un bien privé. Moi je n'aime pas parler de bien privé de Joseph. Joseph Kabila a fait son parcours. Il mérite tout ce qu'il a, voire même plus. Il est à l'aise. S'il estimait un jour, je viens de le dire, il peut l'offrir à la nation. Est-ce que Kofi Olomide peut offrir à la nation sa maison là, sa parcelle là où il vit à Montpellier? Je ne pense pas. Là où il a mis son label là, est-ce que Kofi peut l'offrir aussi à la nation? Parce que lui, il aime le Congo plus que tout le monde. Parce que Kofi aujourd'hui est devenu plus amoureux de la République, plus que Joseph Kabila qui a vécu toutes les atrocités de la République pendant 18 ans. Kofi Olomide est devenu plus amoureux de cette nation. Non, il faut nous laisser, il faut savoir donner à César ce qui appartient. Kofi Olomide, c'est un grand artiste. Kofi Olomide est mieux placé dans la musique congolaise et c'est une légende dans la musique congolaise. Il doit se donner du respect et rester tous ses droits de faire la politique. Sauf que je le demande de venir en politique mollo-mollo, qui ne vient pas comme le vieux pasteur Moukina. On est le résultat. Voilà. Abdul Karim Kalunda, membre du groupe d'Arnaud, je vous le sens, ça c'est la toute dernière question que je voudrais vous poser. D'abord, vous me répondez, vous m'attendez dans votre famille politique FCC. La famille politique FCC, c'est pas Ça existe toujours. pourquoi ne pas exister si je suis là sur votre plateau? Vous m'avez présenté en tant que tel. Et si vous me présentez en tant que tel, donc la famille existe. Et bel et bien là. Vous parlez aussi des élections. Les élections se préparent depuis la passation pacifique. Au sein du peuple démocrate, nous y travaillons. Durement même. Au sein du FCC, nous travaillons. Est-ce que vous pensez que la population congolaise peut encore redonner de la chance qu'elle soit limitée par un membre de l'FCC? Bon, la population n'est pas une exclusivité d'un camp politique. Même moi, j'ai un fief, j'ai mon fief, où je sais que j'aurai au moins 10 000 voix, 20 000 voix pendant les élections. Et même, moi, je ne cacherai pas mon identité. Je suis kabiliste. Je suis un nationaliste au sein du peuple, au sein du Congrès des nationalistes musulmans. Pensez-vous que moi, je ne peux pas avoir la chance d'être voté parce que tout simplement, je suis kabiliste? Non, je fais du travail. Et la population n'a pas besoin de nos connotations politiques, de nos identités politiques. C'est tout simplement ce que nous faisons sur le terrain. Et c'est sur base de ça que nous pouvons être votés. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Abdul Karim Kalunda, merci d'être venu. Une petite question, si peut-être on vous disait de donner un petit conseil
pendant 30 secondes à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Regardez les République, caméras. vous avez totalement échoué à votre mission. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est vous préparer à laisser la République. Préparez-vous de bonnement sur bien la gestion de ce pays. Et le pays vous sera reconnaissant. Ça sera au moins un acte positif que vous aurez posé pour ce pays. Bref, nous attendons votre démission en 2023 et ça profiterait à toute la nation. Merci. Comme vous le constatez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. On avait reçu pour vous M. Abdul Karim Kalonda, comme je l'avais dit, initiateur du mouvement Congo Ma Passion, mais aussi coordonnateur adjoint du mouvement CONAM, qui est le Congrès des nationalistes musulmans. Il est de la famille de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sa famille politique, bien sûr. C'est avec lui que nous avons essayé d'échanger sur certaines questions. Si vous avez aimé cette émission, merci à notre ingénieur Slor Makengo. Dites merci à notre coordonnatrice de cette émission, Jessica Kamponde. Dites merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Dites merci aussi à Anne-Luc Benza, celle qui nous fait toujours du bien, celle qui nous soutient encore. Nous vous remercions et nous vous disons ciao. Même tout Une certaine l'IGF, tout ça, l'IGF est dans la poche de la présidence de la République. Nous ne pouvons pas parler de l'IGF qu'on a nommé l'union sacrée. La logique, c'est que il faut mettre de côté tout celui qui n'est pas d'accord avec les saints Félix, les saints Chilombo, l'irréprochable président de la République. Le président de la République ne connaît toujours rien. Quand on nous dit qu'il y a la volonté, on nous dit que les changements, ça vient progressivement. Ce n'est pas eux qui demandaient à Joseph Kabila ici, dans les années passées, de faire les choses avec une bâton magique. Mais quand même, Joseph Kabila avait fait le bâton. 18 ans. Oui, 18 ans, on a dit ce qu'on vient. Avant Joseph Kabila, il y a ceux qui ont fait 32 ans. La loi, ou bien la proposition de loi que l'honorable Tsingui a proposée, et qui ne vient pas d'ailleurs de lui, hein, nous devons le souligner quelque part, ça vient d'un monsieur qu'on appelle Tiani. Tiani lui-même, que moi personnellement j'estime qu'il a réfléchi aussi par procuration. C'est quelque chose qui ne vient pas aussi de lui, mais plutôt de la famille du président actuel. On va dire sur ce qu'on appelle le bilan des 100 jours, qui est largement négatif. Un bilan largement négatif. D'abord, nous devons commencer par la genèse. C'est que le gouvernement Samalou Kondé, c'est un gouvernement issu de manœuvres frauduleuses au sein du Parlement, qui a donné cette majorité préfabriquée au régime actuel, laquelle majorité a produit ce qu'on appelle le gouvernement des warriors entre guillemets.